Bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas d'être présent pour ce webinaire. C'est avec plaisir qu'on accueille, on espère quasiment une centaine de participants. L'idée en tout cas d'aujourd'hui, c'était justement de pouvoir réunir en fait différents acteurs du secteur d'alumni, du secteur des alumni, autour justement de la réflexion, de la gestion d'une communauté qui est quand même dans un contexte qui est quand même assez particulier, qui est inédit et surtout qui est sans précédent. L'idée, en tout cas, c'était vraiment de s'appuyer sur un certain nombre de témoignages, alors soit des témoignages ou des bonnes pratiques qu'on a pu voir en tant que Alum Force. Donc Julien va en relater quelques-uns, mais aussi avoir directement des témoignages donc de différents intervenants, grâce à justement notamment Margot Charles, Evelyne Well, qui se présenteront bien sûr juste après, Ève Bourgeois et Richard de Cabrol. L'idée en tout cas de ces différents intervenants, et vous le verrez tout au long de ce webinaire, c'est d'avoir un panel assez large d'actions qui ont été menées et surtout d'avoir aussi une diversité assez large en termes d'utilisateurs de réseaux. Certains vont être des écoles, certains sont des universités, d'autres sont des associations d'anciens élèves. Et aussi pour justement Richard de Cabrol, et lui est animateur d'un club directement de ESSEC Automobile Club, qui lui aussi, à son niveau, a fait un certain nombre d'actions pour pouvoir gérer toute cette problématique-là. Je vais laisser justement Julien commencer par une bonne pratique qu'on a pu voir. C'est un témoignage qu'on a reçu de la part de l'association des anciens élèves de Polytechnique qui n'ont pas pu justement être présents pour ce webinaire, en tout cas en live, mais qui ont passé beaucoup de temps aussi à échanger avec nous. Donc, on les remercie également, même s'ils ne sont pas présents. Et donc, je vais te laisser un peu la main, Julien. Oui, tout à fait. Donc, comme disait Baptiste, quand bien même la situation de confinement est encore assez récente et qu'on manque d'un certain recul pour vraiment élaborer des bonnes pratiques, bien évidemment, on a quand même sollicité un petit peu différents réseaux. Donc, il y a certains qui vont intervenir directement ensuite. Et effectivement, on a pu constater, nous, sur certaines plateformes, certaines pratiques qui nous ont paru bien, pas mal, et qu'il fallait du coup qu'il fallait partager. Donc d'ailleurs, je remercie le temps consacré par les représentants de l'AX Polytechnique, donc l'association des diplômés de Polytechnique, qui nous ont permis de relayer, notamment par témoignage, ceci. Donc on va décliner ça en deux volets, si vous voulez. Il y a les initiatives faites par les alumni, hein, par vos diplômés, issus du monde associatif ou bien par le monde de l'entreprise via leur activité professionnelle, qui ont opéré notamment des cagnottes partagées sur vos réseaux. Donc les réseaux se sont fait le relais. Donc dans le cadre de l'AX Polytechnique, en l'occurrence, c'est un responsable de groupe, les anciens, donc les diplômés de l'AX de Polytechnique qui sont en Chine, qui a effectué une cagnotte en association avec des anciens de plusieurs universités chinoises afin de collecter des fonds pour acheminer du matériel médical, donc des respirateurs, des blouses, des masques en France pour notamment les établissements sanitaires, les hôpitaux. On a également vu sur un article du Figaro qui a été relayé, donc que j'ai sous les yeux, une initiative qui a été faite par un diplômé de HEC Paris, qui est un petit peu de la même manière, donc là plutôt pour alimenter le milieu associatif, type Resto du Cœur, a mis en place des collectes de fonds et de matériel pour les acheminer vers la France. C'est une initiative qui a été relayée du coup par le réseau, hein, par HEC Alumni, par son président notamment Frédéric Jousset, et qui a été relayée dans la presse par la présidente et la directrice d'HEC Alumni, Marguerite Galland, justement pour appuyer cet élan de solidarité. Donc, à l'heure où les lignes avaient été écrites, près de 38 000 euros qui avaient été récoltés. C'est quand même une sacrée somme. Pour vous dire que voilà, ça c'est un premier point, c'est d'abord relayer, bien entendu, les initiatives de vos alumni. C'est ce qui peut être relayé dans au niveau des groupes, au niveau d'un article, au niveau d'une communication. Il y a des choses qui sont faites par vos diplômés, et tout simplement valoriser ces actions et les transmettre à vos anciens. Ensuite, on a les initiatives vraiment mises en place par les réseaux. C'est-à-dire que là, c'est vraiment vous, animateurs de réseau, qui allez prendre la main sur ces initiatives et sur ces actions de solidarité.
Donc là, toujours sur le témoignage qui a été fait par les anciens de Polytechnique, ils ont sollicité tous leurs diplômés pour venir en aide aux étudiants qui avaient besoin de stages dans le cadre de la validation de leur cursus. Étant donné la situation particulière que tout le monde comprendra en termes de confinement, certains avaient probablement déjà des stages qu'ils ne pouvaient plus réaliser du fait d'être confinés à domicile. Ils ont donc sollicité tous les diplômés pour mettre à disposition des stages qui étaient réalisables à distance. Alors au moment où on a échangé en fin de semaine dernière, il y avait déjà plusieurs dizaines, voire centaines d'offres de stages qui avaient été proposées, et c'était plus d'offres que nécessaire concernant le besoin. Donc on manquait encore un petit peu de recul pour estimer si tous les étudiants allaient trouver un stage, mais en tout cas, ça avait plutôt bien fonctionné. Il y avait un élan de solidarité qui avait été plutôt valorisé, qui avait plutôt bien marché. C'est vrai que ce qui est très intéressant en fait dans cette démarche, c'est justement de profiter entre guillemets de cette période un peu particulière pour justement vraiment créer des liens intergénérationnels. C'est-à-dire que les jeunes qui eux sont encore en cours, qui sont censés avoir cours, non plus cours, vont avoir du temps et potentiellement justement pouvoir échanger beaucoup plus facilement avec ces alumni qui eux, pour le coup, en sens inverse, recherchent des collaborateurs ou en tout cas des personnes pour les aider dans des tâches. Et c'est vrai que c'est très intéressant en tout cas de pousser le côté intergénérationnel pendant cette période assez particulière. Donc voilà, ça c'était un premier point vraiment voilà d'élan, de solidarité à l'initiative des réseaux. On va maintenant passer la main à nos témoignants. Donc Margot Charles de l'INALCO. Je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro et si vous pouvez rejoindre la discussion. Margot. Attendez. Normalement, ça devrait être bon. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, c'est bon. Margot. Ok. Du coup, je vous laisse ça marche. Et partager un petit peu justement ce que vous avez fait au niveau de votre réseau. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et du coup, merci à l'équipe d'AllumeForce de m'avoir invité à prendre la parole dans le cadre de ce webinaire sur l'animation de notre réseau en période de confinement. Donc, moi, je suis ravie d'y participer et de vous parler un peu de ce qu'on a pu faire, enfin, une initiative en particulier qu'on a pu faire à l'INALCO. Donc, juste pour me représenter, enfin, vous m'avez déjà présenté, mais donc, je suis Margot Charles et moi, je gère la plateforme INALCO Alumni, donc, qui est la plateforme des anciens élèves de l'INALCO. Donc, l'INALCO, peut-être pour rappel pour certains, mais juste histoire de resituer, c'est donc l'Institut national des langues et civilisations orientales, qui existe depuis plus de 200 ans maintenant. Il a été fondé en 1795 et c'est donc un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui offre plus d'une centaine de langues et de civilisations enseignées. Et donc moi je travaille à côté en fait avec l'association des anciens élèves de l'INALCO, donc c'est l'AAEALO, donc pour l'association des anciens élèves et amis des langues zo, qui elle a été fondée en 1927. Et donc, comme je l'ai dit, c'est moi qui gère la plateforme INALCO Alumni, qui, pour le coup, est beaucoup plus récente puisqu'on l'a créée en 2016, donc beaucoup plus récent. À ce jour, on a plutôt une petite communauté d'alumni et de membres actifs. On compte 2717 membres actifs aujourd'hui. Donc, voilà pour la présentation un peu générale. Donc, étant donné le thème du webinaire qui est l'animation de son réseau Alumni durant le confinement, moi, je voulais vous parler d'une initiative qu'on a eue à l'INALCO. Et il s'agit d'un programme qui s'appelle Restons connectés. Donc, en quelques mots, le but de ce programme, c'est d'assurer la continuité relationnelle et pédagogique entre les étudiants et l'INALCO. Donc,
on a mis en place 2 dispositifs dans le cadre de ce programme. Et moi, je voulais surtout vous parler du premier dispositif dans le cadre duquel on a sollicité nos alumni. Donc, ce premier dispositif, ça concerne la création d'une plateforme qui s'appelle Inalco Partage. Et cette plateforme a pour but de faire le lien entre les personnes qui disposent de matériel informatique dont elles ne se servent plus et les étudiants qui en auraient besoin et qui n'en disposeraient pas de leur côté. Parce que, donc en effet, c'est comme vous l'avez rappelé au début en présentation, c'est une situation inédite. Et malheureusement, on n'est pas tous confinés de la même manière. Les étudiants de l'INALCO sont pas tous confinés de la même manière non plus et n'ont pas forcément de connexion Internet sur leur lieu de confinement, ni forcément d'ordinateur ou de tablette, enfin de matériel pour se connecter à l'enseignement à distance. Donc, c'est là qu'entre en jeu la plateforme Inalco Partage. Et c'est là qu'entre en jeu également nos alumni qu'on a pu solliciter dans le cadre de cette action. Donc en effet, on a sollicité leur générosité en misant sur le fait que les alumni, justement, ils représentent une communauté qui est attachée à l'INALCO, qui est attachée à l'établissement et puis à la vie de l'établissement et qui est en général assez investie. Donc c'était une des premières cibles à aborder. Et donc, en termes de communication, on a d'abord créé... il faut savoir aussi que pour le moment, on a communiqué que côté alumni et pas côté site institutionnel de l'INALCO, puisqu'on voulait éviter, dans un premier temps, d'envoyer les étudiants vers un site d'annonce qui serait sans annonce, donc ça aurait été un peu contre-productif. Donc, pour l'instant, on est dans la phase de sollicitation. Et donc, on a commencé par créer une actualité sur Inalco Alumni. Donc, on a mis l'actualité à la une pour qu'elle soit plus visible. Et on a développé un message qu'on a voulu assez concis, assez simple, en évitant d'adopter un style trop emphatique, mais juste en misant sur les valeurs de solidarité qui parlent à tout le monde. Et voilà, donc un message simple, court et concis et qu'on a voulu didactique aussi puisqu'on a intégré à cette actualité un tutoriel pour indiquer la démarche à suivre pour justement publier une annonce sur la plateforme Inalco Partage. Donc voilà, un tutoriel qui indique aux personnes qui voudraient publier une annonce comment faire. En parallèle de ça, on a également, bien sûr, relayé l'information sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on est présents sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Donc, dans ce post qu'on a pu faire, on développait le message de manière concise en renvoyant à notre actualité sur la plateforme Inalco Alumni pour que ça génère un petit peu d'activité sur le site. Et parce que le message sur notre plateforme à nous est plus détaillé et notamment il contient le tutoriel. Et enfin, nous avons aussi procédé à une campagne de mailing, donc qu'on a envoyé à tous nos utilisateurs qui vivent en France. Pour des questions logistiques parce que l'INALCO prend en charge, en fait, dans le cadre de ce programme, prend en charge les frais de livraison pour le matériel informatique à hauteur de 30 €. Mais donc, on ne pouvait pas assurer cette prise en charge pour des livraisons qui viendraient de l'étranger depuis la France. Donc, c'est pour ça qu'on a sollicité les alumni qui résident en France. Voilà donc pour le dispositif, le premier dispositif programme Restons connectés, donc qui était la plateforme Inalco Partage. N'implique pas pour ça les alumni, mais juste à titre d'information, il s'agit de Inalco, une aide financière qui s'élève de 30 € pour justement l'achat ou l'extension d'un forfait mobile. Pour les personnes toujours qui ne disposaient pas d'une connexion suffisante sur leur lieu de confinement.
Et ça, c'est d'ores et déjà, ils peuvent d'ores et déjà la demander, cette aide, sur une page Moodle qui est dédiée à ça. Donc voilà, nous, il nous a vraiment semblé essentiel de nous inscrire dans cette période un peu spéciale, de nous inscrire dans une démarche solidaire. Et puis, on s'est vraiment dit que les alumni, c'était un public particulièrement sensible à cette problématique et que c'était intelligent de les intégrer, les impliquer comme on le fait, comme on essaie de le faire habituellement, même en période de crise, de les impliquer dans la vie d'INALCO, dans nos différentes initiatives. Donc c'est pour ça que ça nous a paru essentiel d'impliquer les alumni, en plus des personnels de l'INALCO qui ont également été sollicités dans le cadre de cette action. En plus d'être moi, de mon côté, solidaire, je pense avoir fait... Je disais, en plus d'être solidaire, c'est aussi écologique du fait que vous donnez aussi une deuxième vie à tout ce qui est matériel informatique. Vous avez déjà justement un peu un retour, vous avez un retour par rapport au nombre d'alumni qui ont fourni du matériel ou pas? Vous avez réussi à quantifier pour l'instant ou pas encore? Oui, pour l'instant, en fait, nous, on a accès à la plateforme. Pour l'instant, on a encore peu d'annonces. Je crois qu'on en a 5 pour du matériel informatique. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais il y en a. Et à savoir que sur la plateforme, donc moi, j'ai parlé du matériel informatique parce que c'est ce qu'on sollicitait chez nos alumni, mais les professeurs de l'INALCO sont aussi conviés à partager, enfin les professeurs et puis d'ailleurs les autres personnes, qui veulent, sont conviés à déposer d'autres types d'annonces. Donc il y a des annonces de bons plans pour autre que du matériel informatique. Il y a des échanges de bons procédés en temps de confinement. Par exemple, je crois qu'il y avait une personne qui a publié un article sur comment comment créer des micro-serres chez soi, à la maison, avec du matériel recyclé. Enfin voilà, il se passe plusieurs choses en fait sur la plateforme. Ok. Merci en tout cas pour cette remarque. Il y a une petite question de Hadjar justement. Merci à vous. Qui vous remercie et surtout qui vous pose une question. Est-ce que la demande, en fait, elle émanait des étudiants eux-mêmes ou est-ce que vous avez anticipé? Non, je pense qu'on a anticipé. Enfin, bien sûr, on sait que il y a un public qui était à risque à l'INALCO pour ces questions-là, tout le monde, les étudiants n'avaient pas tous accès à Internet et du coup, non, on a plutôt anticipé. Ça a été mis en place assez rapidement après la fermeture de l'établissement. Ok. Et il y a une autre question. On ne va pas pouvoir malheureusement toutes les faire, mais en tout cas, il y a une dernière question, et puis après, on passera justement à notre intervenant. C'était comment les étudiants peuvent récupérer leur matériel informatique ensuite. Si je ne dis pas de bêtises, Margot, et vous me confirmerez, mais comme c'est envoyé justement via UPS directement chez l'étudiant, c'est en livraison. Et je crois que les frais de livraison sont pris en charge par l'INALCO. C'est ça, oui, à hauteur de 30 €, mais oui, c'est par livraison. Les étudiants ont rien d'autre à faire, ils n'ont pas bougé de chez eux. Ok, bon. Merci en tout cas pour ce témoignage. On va enchaîner directement justement avec Eve. Donc Eve, je vous laisse vous présenter et puis enchaîner. D'accord, bonjour. Donc, je suis Eve Bourgois. Je m'occupe du réseau de CELSA Alumni. Donc, le CELSA, c'est la grande école de communication et de journalisme au sein de Sorbonne Université. Elle a été créée en 1968 et l'association a été créée peu de temps après, en 69. Donc, on a à peu près 60 ans d'existence. On regroupe à peu près un réseau de 8000 personnes, pas autant d'adhérents malheureusement. Principalement, nous, dans les initiatives qu'on a pu faire, il y a des initiatives qui ont déjà été évoquées, c'est relayer les initiatives de nos alumni sur les réseaux en particulier,
des envois réguliers et plus réguliers de lettres d'information avec des contenus, puisque nous, on organise un TEDx par an, donc j'ai renvoyé régulièrement les infos du dernier TEDx, les vidéos. Et dans la principale initiative qu'on ait pu prendre, nous, récemment, on a ouvert notre annuaire, parce que notre annuaire, comme dans beaucoup d'assos, est réservé seulement à nos adhérents. Et dans un but de solidarité, nous, on a pas mal d'alumni dans le milieu de la com qui sont évidemment touchés par le chômage, qui sont en recherche d'emploi, qui l'étaient déjà avant et qui le sont encore plus désormais. Donc, on a décidé que tant que le confinement durait, qu'il serait difficile de se rencontrer live, on a ouvert l'annuaire à tout le monde, adhérents et non adhérents. Du réseau Alumni CELSA. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour communiquer dessus? Un peu comme le disait tout à l'heure Margot, on a mis une info sur le site, on l'a relayée en une. Je l'ai également relayée principalement sur LinkedIn, qui pour nous, outre la plateforme, est un de nos principaux outils de communication dans notre groupe. Et puis sur Twitter aussi, on communique pas mal sur Twitter. Voilà, nous c'est la principale initiative, mais qui a été saluée d'ailleurs, et je dois dire pas mal finalement je peux pas le quantifier encore parce que c'est pareil, c'est assez récent, donc les chiffres sont pas forcément représentatifs, parce qu'on a fait ça il y a, disons, une bonne semaine, mais il n'empêche que depuis lors, j'ai eu pas mal de demandes aussi d'accès au site, de comment je fais pour trouver les infos pour ceux qui n'étaient pas encore venus, parce que justement, ils n'avaient pas forcément eu de besoin. Donc voilà, nous, c'est notre principale initiative, au-delà des choses plus classiques, communiquer sur le réseau et sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je peux dire. C'est vraiment, en tout cas, pour les associations ou en tout cas les réseaux qui ont une notion de cotisation, c'est de décloisonner l'annuaire pour le rendre accessible à tout le monde, que ce soit cotisant, non cotisant, pour que justement les gens puissent échanger entre eux beaucoup plus facilement sans qu'il y ait une barrière à l'entrée qui soit payante. Ok. Et pour préciser juste, là, moi, j'ai demandé… alors d'abord, ça a été une demande de mon président et de ma vice-présidente, et on a pris l'initiative tous ensemble. Et l'ouverture, en fait, alors là, pour le coup, il faut voir ça avec Alumforce qui fait ça. Moi, je ne sais pas le faire. Voilà. Non, en fait, pour résumer très rapidement, c'est en fait une notion de rôle, et donc on donne en fait un droit supplémentaire au rôle non cotisant, donc aux membres alumni, ils n'ont pas besoin d'avoir un rôle cotisant pour accéder à cet annuaire, donc c'est très facile. Je vois aussi une remarque en tout cas de Perrine, donc de lycéenne alumni, qui précise qu'ils ont ouvert l'annuaire à tous les étudiants bloqués à l'étranger en stage ou séjour académique pour qu'ils puissent joindre des alumni dans le même pays qu'eux. Donc c'est vrai que c'est aussi une très bonne initiative, assez similaire à celle du CELSA, si ce n'est qu'il n'y a pas la barrière de la cotisation. Mais c'est vrai que j'imagine que sur pas mal d'établissements, il y a des alumni ou des étudiants qui sont bloqués à l'étranger. C'est vrai que de leur ouvrir l'annuaire et de leur faciliter le fait qu'ils puissent retrouver quelqu'un qui ait fait le même cursus ou qui soit en cours de cursus chez eux, de la même école, c'est vrai que c'est une belle initiative. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le CELSA? Je vois que non pour l'instant, donc on va pouvoir continuer. Merci en tout cas beaucoup Ève, et puis n'hésitez pas à réagir si vous avez d'autres remarques. On pourra aussi bien sûr les relire en tout cas à la fin du webinaire. On va enchaîner tout de suite avec justement Evelyne Well, donc pour le coup qui est sur un pendant différent, qui est sur un pendant sur la partie on va dire universitaire. Donc je vous laisse vous présenter Evelyne et je vous laisse la parole. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Evelyne Well, je suis responsable de communication et de partenariat au service Relations alumni de l'Université de Strasbourg. Donc service qui a été créé il y a 8 ans maintenant et qui compte environ 30 000 membres, donc aussi bien des diplômés, du personnel, des étudiants et des doctorants.
Ce réseau, bien sûr, agit sur 4 piliers, le réseautage, la carrière, le savoir et l'entraide. Donc ce dernier pilier est aujourd'hui plus que jamais en cette période de confinement particulièrement sollicitant, en tout cas à son importance. Et dans ce cadre-là, alors effectivement, dans les premiers jours de ce confinement, voilà, on a rédigé un article avec pas mal de petits conseils. Voilà, profitez-en pour aller voir si votre voisin est dans l'annuaire aussi. Profitez-en pour. Evelyne, excusez-moi, je me permets simplement de vous couper, d'intervenir 1 minute parce que on réagit un petit peu. On a juste un peu le même problème que pendant les tests. On peut, alors, soit vous éloigner peut-être un petit peu de la prise de son, éventuellement, parce que le son sature un tout petit peu. Et voilà, je vous laisse reprendre ensuite votre présentation. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas réussi à trouver d'autres solutions. Donc, est-ce que ça va mieux comme ça? Ou toujours pas? Un petit peu mieux? Un petit peu mieux, allez. Bon, allez, on va continuer comme ça. Excusez-moi, je vais essayer de parler encore moins fort. Pourtant, j'ai pas trop la voix qui porte, mais voilà. Donc voilà, donc je disais réseau alumni, réseau d'entraide par excellence. Donc pendant ce confinement, il y a eu tout d'abord un premier article, bien sûr, qui mettait en avant toutes les petites choses qu'on peut faire quand on est confiné, aussi bien aller regarder sur l'annuaire si son voisin est alumni, s'il y a une opportunité qui peut être créée par ailleurs, essayer aussi de se prendre le temps, voilà, de farfouiller, peut-être de mettre des annonces, mais ce module-là n'a pas spécialement pris. Mais ce qu'on a vraiment essayé de mettre en avant, c'est ce côté, pour le coup, recherche d'engagement à travers les contenus. Alors aussi bien à travers les contenus que nous-mêmes on a produit, alors aussi bien sur notre chaîne YouTube, via nos webinaires, nos articles. Donc se dire voilà, prenez le temps de regarder tous ces savoirs à partager. Et bien sûr, l'autre pendant était celui de vous êtes alumni, vous aussi, vous pouvez publier des articles, vous pouvez contribuer avec nous. Et c'est là où on a eu plutôt un retour positif et un engagement, on va dire, plus fort que d'accoutumée, où effectivement on a pu réaliser un webinaire sur, en l'occurrence, les soft skills avec quelques professionnels du recrutement. Voilà, ça reste un sujet d'actualité. On a aussi eu des articles de collègues venant d'alumni, étant dans les Balkans, étant dans le domaine médical, scientifique. Donc voilà, on a eu quelques retours assez significatifs de gens qui ont pris plus que jamais la solidarité à bras-le-corps dans le réseau alumni. Bien sûr, à côté de ça, il y a aussi eu toute la notion d'appel à dons. Donc là, c'était via la fondation, dont nous sommes partenaires, mais pas initiateurs, qui, eux, ont réussi à récolter plus de 60 000 € en 1 semaine. Donc là, plutôt pour du matériel informatique et des besoins d'épicerie et de biens de première nécessité pour les étudiants. Voilà ce que je peux dire si vous m'avez entendu dans un premier temps. On vous a bien entendu. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de rechercher l'engagement justement grâce au contenu. C'est vrai que la création de contenu, c'est quelque chose qui est important dans l'animation de manière globale d'une communauté. Si il n'y a pas de contenu, c'est difficile en tout cas d'engager ses membres. Et c'est vrai que la création de contenu, surtout en période de confinement, quand les gens sont entre guillemets, on va dire entre 4 murs, ils ont le temps soit d'écrire, soit tout simplement de consommer aussi de l'information. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée. Les webinaires, vous les avez vous avez trouvé facilement les intervenants. Vous avez sollicité vos alumni. Comment vous avez fait ça? Alors en fait là on est en train de réfléchir sur d'autres, mais initialement ça devait être un afterwork. Donc on a réussi à le transformer en webinaire et à rajouter des intervenants pour en faire une table ronde. Donc ça a été effectivement le bon timing et le bon switch, mais on réfléchit à la suite de nos événements parce qu'on fonctionnait déjà en webinaire, donc ça a été pour nous relativement facile à remettre en œuvre, alors que pour d'autres services, c'est vrai que parfois c'était plus une nouveauté et, voilà, qui est donc dans l'air du temps. Vous avez réussi à digitaliser, on va dire, un peu un événement qui est censé être en physique directement en ligne. C'est bien, une belle réussite. Je vois quelques petites questions. Il y a une question sur comment avez-vous procédé à l'appel à dons. Est-ce que c'est un mailing? Comment vous avez procédé à faire pour l'appel à dons?
Alors effectivement, on relaie toujours les actions de la fondation, enfin de la fondation de l'Université de Strasbourg et des hôpitaux universitaires. Donc là, il y a aussi tout le pendant, donc eux qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc là, c'est pas, on va pas s'en attribuer les résultats, mais par contre, ils ont poussé 2 thématiques. La première qui était vraiment l'aide aux étudiants en tant que telle, donc étudiants besoins informatiques, comme le disait ma collègue précédemment. Donc là, c'était un premier pendant. Le second pendant, c'était vraiment leur vocation à pouvoir récolter des dons pour les soignants, pour tous les hôpitaux universitaires. Donc ça a été 2 thématiques très fortes qu'ils ont bien sûr relayées relayées par des emailing, par les réseaux sociaux, que nous-mêmes on a repris aussi. On a une newsletter mensuelle dans laquelle on l'avait pas évoqué, on a fait un emailing dédié rien qu'à ça. Donc message unique pour plus d'impact. Après, il y a bien sûr eu pas que des dons des alumni, il y a aussi eu beaucoup de dons des personnels ou d'autres donateurs qui étaient déjà impliqués. Mais c'est vrai que on a essayé de faire attention de relier l'appel à dons d'une partie dans un mail, mais aussi d'avoir un autre emailing quelques jours avant qui lui était plus lié à une solidarité non financière. Okay. Pour nous, ça reste quelque chose d'important à avoir comme pendant. Voilà, c'est selon les possibilités des gens. Ok, génial. Merci en tout cas beaucoup, Evelyne. Il y a une dernière question, je crois que c'est Mathias qui me demandait quel outil vous avez utilisé pour le webinaire. Là, en l'occurrence, généralement, on utilisait la solution Adobe Connect qui n'a pas fonctionné sur ce coup-là, donc on est passé tout simplement sur un Skype. Voilà. Okay. C'est la guerre entre Skype et Zoom en ce moment ou autre, mais voilà. C'est par eux qu'on est passé, mais l'outil qu'on utilise aujourd'hui a l'air tout à fait efficient aussi. Ok. Bon, génial. Merci en tout cas beaucoup, Evelyne. Et puis là, on va enchaîner, et c'est vrai que ça fait une bonne liaison. On parlait justement de digitaliser des événements qui sont censés être en physique. Donc là, je vais accueillir Richard de Cabrol, qui lui est justement qui n'anime pas forcément une communauté globale, mais pour le coup qui gère un groupe au sein de ESSEC Alumni. Et donc merci Richard d'être présent, et je te laisse te présenter et puis nous dire un peu les bonnes pratiques que tu as pu faire en tant que responsable de groupe, responsable de club, pour justement continuer à animer une communauté telle que ton groupe automobile. Merci Baptiste. Oui, je vais me présenter un petit peu. Donc moi, je gère le club automobile de l'ESSEC, mais parallèlement, en fait, dans ce cadre, j'organise un événement qui s'appelle le Grand Prix ACF Autotech avec l'Automne Club de France, d'où la ACF. Et c'était un événement qui devait avoir lieu en physique le 2 avril à l'Automne Club de France. Et nous avons appris, comme tout le monde, que l'Automne Club de France était fermé pour de bon pendant toute la période du confinement, le 14 mars. Donc le 15 mars ce matin, le président, je lui fais bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On annule ou on continue, sachant que c'est un événement qui généralement regroupe 350 personnes. On avait déjà un setup pour le diffuser en ligne parce que déjà on trouvait que l'Automne Club de France était trop petit, donc j'avoue que mon appartement personnel c'était encore plus petit. Je pouvais pas accueillir effectivement tout le monde. Et du coup, on a fait on va trouver une solution pour faire en sorte qu'il soit en ligne. Alors il se trouve que c'est un événement qui est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de gens qui sont actifs. Il y a 16 membres du jury, il y a 6 startups qui pitchent, puisque c'est un concours de startups automobile en fait. Et il y a bien sûr les animateurs, et puis il y a celui qui est là pour gérer le jury, pour qu'il délibère dans l'événement, puisque c'est un concours qui se passe totalement en direct. Donc on avait plusieurs solutions, soit on faisait le concours AR, et puis on faisait juste une remise des prix en ligne. Soit éventuellement on repoussait de quelques jours pour trouver une solution un peu plus élaborée, et finalement on a décidé de garder l'événement le même jour à la même heure parce qu'il y avait quand même une dimension symbolique là, ne pas reculer, ne pas reporter, qui était assez forte. Et on a décidé de le reproduire à 100% en digital, c'est-à-dire avec 16 personnalités du jury qui étaient là pour poser des questions aux startups, avec les startups qui étaient là pour pitcher, pour présenter, pour montrer leurs slides, voire même des vidéos, avec 3 animateurs, une salle du jury, une salle de show, de spectacle, et permettre au jury de passer dans la salle du jury, revenir dans la salle de spectacle. Bon, bien sûr, tout cela s'est fait dans les règles de confinement, je parle bien de salle digitale. Donc, pour cela, on a utilisé une solution qui est très simple, puisque bon, généralement, vos auditeurs, enfin vos participants au webinaire, Baptiste et Julien, aiment toujours savoir quelle est la solution technique.
Donc, on a branché tout le monde sur Zoom. Mais quand je dis tout le monde, c'est tous les actifs. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir de bande passante obstruée par quelqu'un qui est juste là pour écouter. Donc, on a connecté les 6 startups et les 16 jurys, plus les 3 animateurs sur Zoom. Le réalisateur, qui était en fait mon agence vidéo, qui était sur place, qui s'appelle l'agence Stop and Go, j'aime bien leur faire de la pub parce qu'ils sont tellement bons que j'aimerais bien qu'ils souscrivent à d'autres contrats pour qu'on puisse continuer à utiliser leur service l'année prochaine et qu'ils ne fassent pas faillite entre-temps. Donc, Stop and Go était branché en tant que réalisateur et partageait tout simplement son écran avec YouTube, puisque sur YouTube, nous avons eu 1000 participants. Donc, effectivement, je sais que Zoom peut accueillir 1000 participants, mais j'avais pas envie de tester. Donc, on était plutôt content d'envoyer le flux sur YouTube, qui voit l'événement de cette manière. Et en plus, ça nous permettait de concevoir un habillage type plateau télé, nous avions des scripts de transition. On appelait Serge le Manito. Hein, c'était très marrant. Et de cette manière, on a pu désengorger le flux de Zoom pour faire en sorte que les jurys y aillent bien. Ensuite, le défi, c'était plus tellement en termes de webinar. Je dirais qu'un webinar à 6, c'est facile à organiser. Un webinar à 16, quand on a des personnes qui atteignent 80 Richard, on t'a perdu, Richard. Je sais pas. Bon, voilà. Bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Merci Bouygues Télécom pour cette fidélité de connexion. Hein. N'hésitez pas, la Bbox, elle est là toujours pour vous. C'est de la mauvaise pub, pardon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'en étais où déjà? Ah oui, donc le plus dur en fait, c'était pas tellement d'implémenter la solution technique. Hein. Une fois qu'on avait testé 5 ou 6 logiciels de webinar différents, Zoom s'est imposé de lui-même en termes de légèreté et de rapidité. Le défi, c'était plutôt former en fait tous les du jury. Bon, c'était curieux, en fait, c'est pas ma connexion. Je sais pas pourquoi ça me déconnecte de temps en temps. Donc, le défi, c'était effectivement d'expliquer à tout le monde comment avoir des bonnes pratiques sur Zoom, ne pas poser les questions en même temps. Donc, effectivement, il y avait le principe de la main levée que je vois ici aussi, qui était assez pratique. Et ça nous a permis, via une vidéo gratuite, donc là, comme ça, pour Alum Force et comme ça, en fait, via une sur Richard, c'est bizarre, perturbation dans l'envoi de vidéo. Passer en audio seulement à la limite, mais ça me paraît à la limite, si je vais essayer de. Vas-y, coupe à la limite la caméra et essaie de continuer juste en audio. Mais je sais pas, ça passe. Je sais pas, j'ai un peu titillé mon câble Ethernet. C'est peut-être parce qu'en fait, il était mal lié. Du coup, ça faisait pas suffire Ethernet toutes les 5 secondes. Bon, on va couper comme ça. Si jamais ça rebug, je passe en micro. Okay. Donc oui, je disais donc. Le plus dur, c'était de former les gens à bien utiliser l'outil et d'avoir des comportements assez coordonnés, puisqu'effectivement, dans la partie questions-réponses, il fallait quand même un minimum de coordination. Et de cette manière, finalement, on a connecté beaucoup de réseaux, des réseaux d'ailleurs qui sont habitués de Alum Force, comme Centrale Supélec, comme les polytechniciens et toutes les écoles qui ont un club auto qui nous suivent et qui ont pu se connecter et qui ont constitué ces 1000 personnes. Voilà un peu le best practice. Et oui, j'invite tout le monde à transformer les conférences en webinar et en audio-conf, en conf call, puisque en fait, c'est quand même, enfin, ça donne aussi un côté humain qui était quand même assez sympathique. Je pense même, à mon avis, qu'on a notre meilleur événement par rapport aux événements physiques. Okay. En tout cas, c'est là où on fait le plus de bruit. On a fait le plus de bruit. Merci beaucoup en tout cas Richard pour ce témoignage. Il y a une première question, c'est justement combien de participants. Donc là, c'est ce qu'on a indiqué. Le nombre de participants, je crois que c'était 1000 personnes en tout cas sur YouTube. Oui, j'ai la vidéo, mais je la donne tout de suite. Allez, oui. Voilà. Comme ça, vous pourrez aller voir directement. Et puis. Et voilà.
Et il y avait aussi une autre question, c'était justement le coût que ça a représenté de votre côté pour organiser justement ça en digital. Est-ce qu'il y a eu un surcoût? Est-ce que ouais, je passe en micro. Richard, est-ce que tu nous entends toujours? Bah là, je me demande s'il n'est pas parti, tout court. Richard? On n'entend plus Richard. Ok. Julien, est-ce que tout le monde… Moi, je l'entends plus, mais j'ai l'impression que les autres utilisateurs l'entendent encore. Ok, bon. Ah, nous sommes les seuls à ne plus pouvoir l'entendre. Ah, non, ça y est. J'ai l'impression. Ok. Pas. Ok, bah ok, mais ce qu'on va faire, bah Richard, si tu nous entends, on est désolé, mais en tout cas, on relaiera à la limite l'information derrière. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne t'entend plus. De manière globale, si vous avez justement si vous avez aussi des bonnes pratiques, vous, de votre côté, est-ce que vous souhaitez les partager justement dans le chat pour qu'on puisse les relayer aussi, ou est-ce que vous avez des remarques? N'hésitez pas directement sur le chat. On est là pour relayer l'information. Voilà, là, je vois… Ah, Richard est revenu. Bah, donc là, tu m'entends? Ah oui. Bon, bah, je ne sais pas pourquoi certains m'entendaient, pas d'autres. Okay. Donc, c'était quoi les questions? Il y avait une question justement qui était sur combien ça coûte, entre guillemets, de digitaliser justement ce type d'événement. Est-ce qu'il y a un surcoût? Non, oui, ça coûte potentiellement moins cher. J'ai rétribué pas mal d'argent aux partenaires. Déjà, on avait le coût du cocktail en moins parce qu'il faut savoir que l'événement physique, ça va attirer beaucoup de gens pour venir. On était à du 85 hors taxe par personne. C'est limite, j'organisais un mariage, quoi. Donc, il y avait beaucoup à manger et à faire des économies. Donc, non, ça nous a coûté plutôt moins cher, puisqu'effectivement, comme ça, on a pu contribuer à l'effort d'économie auprès des partenaires en leur rétribuant une partie de leur sponsoring. Enfin, c'est l'objectif. Si je devais parler du coût vidéo, ça m'a coûté moins de 10 000 €, mais c'est vrai qu'on a demandé beaucoup d'habillage. On a vraiment fait une émission télé. Bon, après, on n'est pas obligé de faire une émission télé à chaque fois. Tout à fait. Ouais, après, c'est vrai que par rapport à un événement physique pour 1000 personnes, en tout cas, je trouve que le coût est plutôt raisonnable. Mais ceci dit, si je devais conseiller à certains de nos camarades alumni comment faire ça sans agence vidéo, où il suffit en fait d'utiliser un logiciel qui s'appelle OBS et qui est open source et qui permet de faire en fait de l'enregistrement d'écran. Mais si vous copiez un code spécifique, enfin vous trouvez les tutos sur Internet entre OBS et YouTube, il y a un code spécifique de rediffusion YouTube, vous le collez dans OBS et du coup, le fait de filmer son écran sur OBS l'envoie directement sur YouTube. Le lien entre Zoom et YouTube, c'est OBS. Okay. OBS avec un B comme Bernard. Okay. Au cas où si je ne prononce pas bien. Bah, merci en tout cas pour ce témoignage. Il y a justement une très bonne question qui pour le coup est un peu à tout le monde. Il y a une personne qui nous pose la question, donc c'est Aurore Tilquin, qui nous pose la question, quid de la communication des événements à plus long terme qui ne se prêtent pas à la mise en ligne? Septembre par exemple, est-ce que vous avez tous, entre guillemets, mis tous les événements en stand-by ou vous continuez à communiquer dessus pour justement apporter un horizon un peu plus léger et plus frais à la situation actuelle? Comment vous communiquez vis-à-vis justement des événements qui sont à courant septembre, à horizon septembre, octobre, novembre, décembre? Et je m'adresse, je ne sais pas si peut-être Eve ou Evelyne ou Margot à réagir, si vous avez des remarques par rapport à ça. Nous, pour le moment, on est un peu dans le dur. Et j'avoue qu'on ne se projette pas vraiment au-delà de l'automne. Mais parce qu'il y a plein de problèmes d'organisation, puisqu'on fait beaucoup de choses dans les locaux de
dans nos locaux, dans nos bureaux. Pour le moment, voilà. Pour le moment, moi, sur l'automne, c'est plutôt mort. Enfin, ok. Ouais. Moi, c'est le même cas que pour Eve. Pour le moment, oui, on se projette pas encore jusqu'à là, comme c'est un peu difficile de savoir la situation que ce sera. Donc pour l'instant, non, on laisse un peu en stand-by. Ok. Et Evelyne, est-ce que c'est même trend, on va dire? Le micro est coupé? Alors, hop là, je vais les remettre. Julien, est-ce que tu peux remettre le micro d'Evelyne? J'ai juste écrit. Ah, ok, pardon, j'avais pas vu. J'ai écrit qu'on était plutôt optimiste et qu'on allait quand même ne pas encore faire de report pour les événements de rentrée. Mais c'est vrai que là, on en avait peut-être prévu au mois de juin qu'on va peut-être pas monter en fait du coup parce que là pour le coup très informel et convivial et en ligne ça semblerait plus difficile. Donc à voir, mais restons optimistes. Ok. Et voilà, il y a aussi dans le chat, hein, Baptiste, par rapport à ta question, ouais. Il y a beaucoup effectivement d'animateurs de réseau qui pour le moment sont effectivement en stand-by, un petit peu dans les mêmes cas qu'Eve, Margot, qui reportent. Et on a Thierry qui nous dit qu'eux vont digitaliser un forum emploi au mois de juin, je crois. Les commentaires défilent, j'ai perdu le fil, mais bon, on est a priori un petit peu dans l'attente de voir comment ça va se passer avant de prendre des décisions sur les événements à horizon d'automne. Ok. Il y a un très bon retour aussi en termes d'engagement de Perrine Cardinal, donc de ICN Alumni, qui nous dit en termes d'engagement, c'est vrai que les réseaux sociaux fonctionnent très bien en ce moment, notamment le challenge des photos d'archives. Donc l'ICN Alumni a fait des challenges Instagram où les alumni ont partagé leurs souvenirs de l'école, que ce soit des t-shirts, des pulls, des tasses. Donc c'est l'association qui les a sollicités pour retrouver la date et le lieu des photos d'archives. Et c'est vrai que grâce à ça, il y a eu, de ce que je vois, pas mal d'engagement et d'échanges et surtout d'interactions. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de challenges qui tournent sur Instagram en ce moment, que ce soit des photos de soi petit. L'idée, c'est vrai que ça peut être marrant, surtout pour les alumni, de mettre une photo de soi quand on était étudiant, quand on est un alumni, et que les gens puissent essayer de deviner qui c'est. Donc c'est vrai que c'est une bonne pratique. Merci Perrine pour ce feedback. J'ai aussi un feedback de Fabienne de Schema Alumni qui nous dit, avec le soutien de la Fondation, c'est vrai que pouvoir récompenser les initiatives étudiantes dans le cadre de confinement sous forme de bourse fonctionne assez bien. Donc c'est vrai qu'en effet, si c'est attelé à une fondation, ça peut être aussi un bon moyen. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme retour? J'ai Marion Morato, donc de Neoma Alumni, qui a précisé notamment avoir plus de 200 participants sur des webinars. Et en moyenne, ça coûte 150 € l'abonnement jusqu'à 500 participants pour Zoom. Ça, c'est plus des informations. Si vous voulez digitaliser un peu tous vos webinars. Donc ça, c'est Julien qui a déjà remis ça. Tous les gros événements, ouais, ils ont tous été en stand-by pour l'instant. Il y a l'IPAG Alumni aussi, qui via Daphné, qui indique qu'ils ont mis en place pour leurs alumni un programme de webinaire spécial confinement avec 2 webinaires par semaine pendant 4 semaines sur des thématiques du genre savoir manager à distance, comment éviter le burn-out familial pendant le confinement, etc. C'est vrai que c'est des thématiques plutôt d'actualité et intéressantes, et c'est vrai que les gens ont le temps, en tout cas, de participer à des webinars. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Sinon, en tout cas, je vois qu'on tient le timing. S'il n'y a pas d'autres remarques, en tout cas, je voulais juste refaire une petite conclusion rapide, faire un résumé un peu de ce qui s'est dit. Donc, c'est vrai que ce qui était très intéressant par rapport à tout ce qu'on a pu voir et tout ce qu'on a pu entendre, c'est qu'il y avait différentes démarches qui ont été mises en place autour de cette période assez inédite qu'est le confinement. La première, notamment par rapport à Inalco Alumni, qui était justement plus sur une démarche, on va dire, écologique et solidaire, avec notamment la proposition en tout cas, du recyclage de matériel informatique d'alumni, c'est-à-dire qu'un alumni pouvait envoyer directement son matériel qu'il n'utilise pas à des étudiants qui seraient dans la nécessité, qui n'auraient pas d'ordinateur ou en tout cas pas Internet.
Il y a aussi eu des démarches qui nous ont été partagées par justement le CELSA Alumni pour notamment toutes les associations qui ont des cotisations, qui ont décidé justement d'ouvrir gratuitement l'annuaire pour qu'il y ait un maximum d'échanges entre les membres. Donc l'idée, c'est vraiment de stimuler un peu les contacts entre les différents membres de manière digitale. Il y a eu aussi donc l'UNISTRA qui nous a partagé une remarque et surtout une bonne pratique par rapport à rechercher de l'engagement grâce au contenu, notamment avec l'organisation de webinars sur les soft skills, mais aussi les relais d'appels à dons de la Fondation, sachant que les appels à dons étaient fléchés sur soit la fourniture de matériel, ou alors tout simplement aussi sur des masques ou alors de l'aide aussi au personnel soignant. Donc c'est aussi quelque chose qui est, je pense, important et qui a une bonne impact. Et puis on a aussi bien sûr un retour de Richard sur lui, animateur de groupe, qui a justement entièrement digitalisé un événement qui était physique grâce à des outils comme Zoom et aussi YouTube, et qui a réussi justement à avoir plus de 1000 personnes dans cet événement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à tout ça? En tout cas, merci à tout le monde. C'était un plaisir d'avoir pu échanger avec vous. N'hésitez pas à continuer justement cet élan. On a quand même quasiment été 100 participants. Donc, je vois qu'il y a des gens qui mettent directement leur nom et leur prénom sur le chat pour que vous puissiez échanger via LinkedIn ou autre moyen de communication. Donc, n'hésitez pas à continuer cette dynamique. Nous, on continue à faire des webinars grand public. Donc, on en a un prochainement qui est plus adressé aux établissements sur tout ce qui est notamment dématérialisation des demandes d'avenant avec signature électronique. C'est vrai que dans une période de confinement où c'est compliqué d'avoir des signatures physiques, on propose justement cette solution. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et si je dis pas de bêtises, Julien, ça se déroule mardi prochain. Tout à fait. À même horaire, je crois, 11h30. Eh bien, merci à tous et puis bon confinement. Au revoir. Merci, au revoir.